Bonsoir, nous sommes le mercredi 20 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal Votre actualité locale. Chaque jour, accompagné de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Première séance plénière pour la nouvelle présidente du Conseil régional d'Île-de-France ce jeudi. Valérie Pécresse a d'ores et déjà fait part de ses priorités. Le pass Navigo à tarif unique sera maintenu, mais il faudra que l'État participe à son financement. Le point dans cette édition. Et jeudi commence la campagne de recensement de l'INSEE. Plus de 23 000 agents dans toute la France vont venir à votre rencontre jusqu'au 20 février. Comment cela se déroule? À quoi servent ces informations? Nous le verrons avec notre invité Anne Jaubert-Guézel, chef du service statistique de l'INSEE en Île-de-France. Et enfin, un nouveau centre commercial va voir le jour à Plaisir. Open Sky, c'est le nom du projet. Il accueillera 35 magasins, 6 restaurants et un cinéma d'une dizaine de salles. Et aujourd'hui, le club de football amateur yvelinois du FC Mantois 78 rencontre le FC Nantes, une équipe qui évolue en Ligue 1 pour les 16e de finale de la Coupe de France. Sur place, nous avons au téléphone notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour prendre la température. Mickaël, vous m'entendez ? Oui, je vous entends Florane. Alors, on est à quelques minutes donc, du début du match. Les joueurs du FC Nantes viennent de rentrer sur la pelouse. Les tribunes sont en train de se garnir petit à petit. Il devrait y avoir à peu près 5000 personnes dans les gradins. Voilà, la température est très fraîche ce soir. Il fait à peu près 0 degré. Le terrain est donc très dur. Et voilà, donc ces conditions climatiques devraient, je pense, favoriser les joueurs du FC Montois qui, je vous rappelle, Florane s'était qualifié brillamment au dernier tour face à Saint-Brieuc, donc en 32e de finale de la Coupe de France. Et voilà, donc cette qualification était historique. C'était la première fois que le club a tenu ce stade de la compétition depuis 1994. Est-ce que vous avez rencontré des supporters, Mickaël, et que vous ont-ils dit peut-être à propos de cette rencontre ? Les supporters, oui, les supporters sont très enthousiastes. Il y a beaucoup d'écharpes aux couleurs du FC Montois actuellement là dans les tribunes. Il y a même quelques supporters canaris qui ont fait le déplacement. Ils sont à peu près une soixantaine. Voilà, donc je pense que le spectacle devrait être assuré dans les tribunes. Eh bien, Mickaël, nous vous souhaitons un bon match et bien sûr, nous reviendrons sur ce match dans l'émission de demain avec peut-être une victoire du FC Montois. Et c'est demain jeudi que se tiendra la première séance plénière du nouveau Conseil régional d'Île-de-France, une séance durant laquelle la nouvelle majorité va présenter ses nouvelles actions. Ce matin, la présidente Valérie Pécresse, qui vient de démissionner de son mandat de députée, est venue défendre ses mesures. Wilfried Richier et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Emploi, transport, sécurité. À la veille de sa première séance en tant que présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a dévoilé ses mesures prioritaires ce mercredi. Généralisation de la vidéoprotection dans les gares, aide au financement dans la réalisation de nouvelles prisons ou encore création du Conseil stratégique pour l'attractivité et l'emploi. Un ordre du jour chargé, attend les élus et les échanges pourraient être tendus avec l'opposition autour du financement du pass Navigo à tarif unique. Un pass à 70 € pour tous, voulu par l'ancien président socialiste Jean-Paul Huchon et qui chaque année coûtera 300 millions d'euros supplémentaires. Ces 300 millions, personne ne les a. Et tout le monde savait que ça coûterait 300 millions d'euros et que c'était un chèque sans provision. J'ai toutes les notes aujourd'hui des services de la région qui le disent. J'ai les notes du syndicat des transports et je sais que la SNCF et la RATP savaient elles aussi. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces 300 millions d'euros ? C'est donc vers l'État que se tourne à présent Valérie Pécresse, mais afin de déjà dégager entre 40 et 50 millions d'euros, elle annonce la suppression de la réduction de 75% dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière. On notera également que dès demain sera lancée une charte pour une nouvelle éthique politique en Île-de-France. Ça signifie que, par exemple, on ne pourra plus recruter un membre de sa famille au conseil régional, comme ça a été une pratique assez courante sous la précédente mandature, sans une délibération expresse de la région qui l'autorisera, qu'on ne pourra pas occuper un logement social régional, comme ça a été le cas pendant la précédente mandature, ni en solliciter pour ses proches ou sa famille, comme ça a été le cas précédemment. Ça veut dire aussi que tous les rapports qui seront confiés à des experts seront publiés, leurs auteurs et leurs montants seront connus, contrairement à ce qui a été fait précédemment. Enfin, changement hautement symbolique, le processus en vue du déménagement du siège de la région est lancé. D'ici 2018, il devrait quitter le 7e arrondissement pour le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis.
Et la SNCF a lancé aujourd'hui une opération de recrutement de proximité, un job dating ouvert à tous, où les agents de la SNCF ont reçu les candidats directement en gare de Saint-Quentin en Yvelines. Des candidats qui ont eu ainsi l'opportunité de discuter de leurs projets professionnels et des métiers proposés. Sur l'année 2016, 400 postes sont à pourvoir en Ile-de-France, dont 50 sur les lignes N et U. On écoute tout de suite les précisions recueillies par William L. C'est des profils, effectivement, les personnes qui n'ont pas de baccalauréat, une expérience significative, parfois s'autocensurent par rapport à un site de recrutement. Et je pense que le fait d'aller au-devant des candidats, au-devant de nos clients dans les gares, ça permet d'établir cette relation et de se dire ils n'auraient pas eu l'idée de postuler et là ils se rendent compte des opportunités qu'on peut leur proposer. Donc il y a vraiment une démarche de personnalisation de la relation avec le candidat. Pour l'instant, on a retenu mon CV. Je dois par la suite avoir un entretien téléphonique. Et si cela est concluant, j'aurai un test à passer dans leurs locaux à la SNCF. On est plus à l'aise puisque c'est ouvert à tout le monde. Vous voyez bien qu'il y a des profils différents. Et je pense que c'est une première accroche qui est bonne, quoi. Et transport toujours, la circulation interfile consiste à circuler en moto entre les files de voitures à l'arrêt en roulant à vitesse réduite. Cette pratique n'est pas autorisée par le code de la route, mais le 1er février prochain, elle sera expérimentée pour une durée de 4 ans dans les 8 départements les plus embouteillés de la métropole. L'Île-de-France fera bien sûr partie de cette expérimentation. Regardez ce reportage signé Fanny Bourdillon. Une pratique interdite mais pourtant largement répandue, la circulation interfile des motos sera bientôt expérimentée. Le but, encadrer cette pratique de sorte que la route soit plus sûre et moins accidentogène. Puisque c'est encadré officiellement, on va pouvoir regarder ce que ça donne officiellement, c'est-à-dire voir s'il y a des accidents, voir comment ça se passe. Et puis à l'issue de cette période d'essai, d'expérimentation, les pouvoirs publics décideront si oui ou non c'est bien ou si c'est pas bien. Après 4 ans d'expérimentation, les auto-écoles pourraient enseigner cette pratique à leurs étudiants, mais sous certaines conditions. Ne pas dépasser à plus de 50 km/h, n'utiliser que la voie la plus à gauche et ne pas dépasser une autre moto. L'expérimentation est limitée à 50, nous à la fédération, on parlait de 60 pour réintégrer les files de véhicules. Ensuite, d'avoir un différentiel de 10-20 km/h, cela permet éventuellement de voir un automobiliste qui veut changer de file, quoi. Expérimentée à partir du 1er février en Île-de-France, en Gironde, dans le Rhône et les Bouches-du-Rhône, cette pratique reste interdite partout ailleurs. Et je vous le disais en titre, la campagne de recensement de l'INSEE commence demain et se déroule jusqu'au 20 février dans toute la France. 23 000 agents vont venir à votre rencontre pour collecter ces précieuses informations. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, Anne Jobert-Guezel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service statistique de l'INSEE en Ile-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la campagne commence dès demain. C'est tous les ans pour les communes de plus de 10 000 habitants et tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants, si je ne me trompe pas. C'est cela. Il y a un roulement qui est fait, donc tous les gens ne seront pas concernés par cette campagne de recensement. Non. Les communes de moins de 10 000 habitants, c'est donc tous les 5 ans, mais chaque commune de moins de 10 000, sur ces communes-là, l'ensemble des personnes est recensé. Par contre, sur les communes de plus de 10 000 habitants, c'est une partie simplement de la commune, des habitants de la commune, qui sont recensés 8%. 8% des habitants qui sont tirés au à sort. On pose ces questions. Alors, pour les personnes qui ne se sont peut-être jamais fait sonder, comment cela se passe, comment cela se déroule précisément? Alors, normalement, vous recevez un courrier de votre commune vous indiquant que l'agent recenseur va passer vous voir chez vous. L'agent recenseur se présente chez vous et à ce moment-là, il vous propose de répondre de la façon la plus simple possible, qui existe depuis l'année dernière, qui a été généralisée l'année dernière, de répondre par Internet. Donc, c'est une nouveauté, mais qui date de l'année dernière. Ça date de l'année dernière, mais c'est bien sûr repris cette année. Et donc, c'est la façon la plus simple de répondre. Donc, pour ça, il vous donne une notice avec un mot de passe, un code, et vous allez ensuite sur le site lerecensementsetmoi.fr et vous accédez ensuite au site pour répondre par Internet. Ça dure entre 10 et 20 minutes, pas plus. Et une fois que c'est terminé. Alors après, si vous n'avez pas de connexion Internet, parce que ça arrive aussi, il y a des gens quand même qui n'ont pas de connexion Internet, ou si
vous êtes un peu réticent à répondre par Internet, il y a toujours la formule traditionnelle du papier. Donc c'est un questionnaire, il y a 2 parties dans le questionnaire, c'est extrêmement rapide. Il y a un questionnaire dit individuel pour chacune des personnes qui sont dans le ménage. Donc il y a un bulletin par personne, recto verso, c'est assez simple, et puis une feuille qui concerne le logement. Donc avec des questions sur le logement. Alors justement, quelles sont ces questions auxquelles on doit répondre? Alors, sur un bulletin individuel, ce sont des données personnelles qui vous sont demandées sur votre emploi, sur votre âge, votre nationalité, sur voilà, c'est un certain de votre état matrimonial. J'ai là, donc on peut retrouver quelque chose, si vous êtes en couple ou pas. Voilà, c'est une feuille recto verso. Sur le logement, c'est des questions sur les caractéristiques de votre logement, l'équipement de votre logement, s'il y a une salle de bain, comment il est chauffé, quelle est sa surface, combien il y a de pièces, voilà. Alors il y a de plus en plus d'inquiétudes concernant les données, à qui ça appartient, à qui sont-elles données par la suite. Est-ce qu'on a le droit par exemple de refuser de se faire recenser, de répondre à ces questions? Non. Non, c'est obligatoire. Le recensement est une enquête obligatoire. Il dépend de la loi de 51 sur la statistique, et toute enquête obligatoire, vous avez obligation d'y répondre. Donc vous ne pouvez pas vous déroger à la réponse au recensement. D'autant que les informations qui sont collectées sont anonymisées ensuite et sont surtout très utiles, à la fois pour les décideurs politiques nationaux, mais aussi et surtout pour votre commune. Alors justement, comment sont utilisées ces données? À quoi servent-elles précisément par la suite? Alors, elles sont utilisées d'abord pour savoir le nombre que vous êtes dans une commune, parce qu'il y a énormément de textes, il y a plus de 300 textes qui font référence à la population, ce qu'on appelle population légale, d'une commune. C'est aussi bien le mode de scrutin de votre commune que la participation de l'État au budget, ou que la possibilité d'ouvrir certains commerces ou d'avoir certaines taxes. Donc il y a plus de 300 textes et règlements qui font référence à la population. Donc déjà, il faut savoir combien on est. C'est important. Ensuite, il faut savoir avoir, justement, avec les questions qu'il y a dans les bulletins, on a une idée plus précise de la composition des ménages, savoir si on a plutôt des familles, plutôt des personnes âgées, savoir si c'est des personnes où elles travaillent, quel mode de transport elles utilisent. Et toutes ces informations-là sont nécessaires et utiles pour le responsable de la commune ou de l'agglomération de Saint-Quentin, par exemple, pour prendre des décisions sur les équipements, sur les transports, ce genre de choses. Voilà, c'est des informations précieuses qui peuvent aider justement à prendre après des décisions, peut-être même des lois ou au niveau du budget. Est-ce que justement ces données statistiques, il y en a donc sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des spécificités qui se dégagent justement? Alors Saint-Quentin, en 68, était une ville nouvelle. Donc, quand on regarde les données sur Saint-Quentin, on voit une ville nouvelle qui devient un peu moins nouvelle au bout de 40 ans. Et donc, on voit l'évolution de la population qui a augmenté énormément jusque dans les années 90, qui continue à augmenter ensuite entre 90 et 2000, et qui, depuis 2000, quand on regarde les 5 dernières années, 2007-2012, on voit que la population a tendance à baisser. Et quand on regarde à l'intérieur de cette population, la composition, c'est quand même une population qui reste jeune. Les tranches d'âge jusqu'à 60 ans sont quand même encore très très présentes, mais on voit que les populations, les tranches d'âge les plus âgées, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, c'est elles qui augmentent beaucoup, alors que les tranches d'âge les plus jeunes, on voit entre 2007 et 2012 que ça se tasse, et même que ça baisse sur certaines tranches d'âge. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Alors une autre caractéristique qu'on voit vraiment à Saint-Quentin, mais qu'on voit aussi, c'est une donnée qui est un peu générale et que sociologiquement on connaît, c'est qu'à travers les données du recensement, on peut voir l'évolution de la taille moyenne des ménages, c'est-à-dire combien il y a de personnes en moyenne dans un ménage. Et à Saint-Quentin, on voit qu'on est passé du début des années 70 de 3,5 personnes à 2,5 maintenant. Et donc, quand on voit cette évolution, donc cette baisse de la taille moyenne des ménages, il y a moins de personnes dans les logements. On peut mettre ça en regard avec l'offre de logement, par exemple, sur Saint-Quentin. Et on s'aperçoit que Saint-Quentin, qui était une ville nouvelle au départ, avait construit plutôt des logements pour des familles. Et maintenant, ça manque peut-être un petit peu, c'est à regarder de plus près, mais il faut voir quelle est l'offre de logement pour des ménages dont la taille est plus petite maintenant. Alors justement, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines grandit. Maintenant, elle est de 12 communes. Est-ce que cela va changer quelque chose pour votre travail, pour le recueillement des données? Non.
parce que, alors sauf, je ne sais pas, s'il y a une décision au niveau de la commune de l'agglomération de réaliser le recensement au niveau de l'agglomération. Mais pour l'instant, les correspondants de l'INSEE sont les communes. Donc actuellement, on réalise le recensement avec chacune des communes de l'agglomération. Donc, a priori, ça ne va pas changer grand-chose. Ça changera quelque chose dans les chiffres, bien sûr, mais pas dans la façon de réaliser le recensement. Eh bien, merci beaucoup Anne Jobert-Guézel. Alors voilà, n'oubliez pas, surtout, il faut privilégier le recensement par Internet. C'est plus facile pour vous et peut-être aussi plus facile pour les personnes qui se font sonder. Exactement. Merci beaucoup. Autre sujet à présent, nous vous en parlions au mois d'octobre. La commune de Montigny-le-Bretonneux aura son EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au parc du château de la Coudre. Les travaux ont débuté il y a une quinzaine de jours. Pendant 2 mois, une partie de la structure sera déconstruite. Le chantier de la résidence service senior, devrait débuter au mois de mai. La livraison est prévue pour fin 2017. Et on prend à présent la direction de Plaisir. Le projet était dans les cartons depuis près de 10 ans. La galerie des Sablons va être totalement rénovée. Le projet baptisé Open Sky comprendra une trentaine de boutiques et un nouveau cinéma. Les détails avec Michael Elmidoro et Florian Lamotte. La galerie des Sablons située à Plaisir va subir un lifting de grande ampleur. Le permis de construire du nouveau centre commercial Open Sky vient d'être signé. L'annonce a été faite pendant la cérémonie de vœux du maire de la commune, Joséphine Coleman-Berger. C'est un vrai plus parce que c'est une zone qui est en friche aujourd'hui et c'est un endroit qui mérite véritablement qu'on mette en place quelque chose de qualitatif. Le projet comprendra 32 000 m² de commerce, 35 magasins, 6 restaurants et un cinéma d'une dizaine de salles vont sortir de terre. Clairement, je pense qu'il y a de la part des habitants de Plaisir une certaine demande pour quelque chose de nouveau ici, à cet endroit, qui remplacerait ce bâtiment qui, il faut bien le dire, est aujourd'hui pas très beau. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que quand ils le voient terminé et quand ils vont entrer dedans, ils disent juste « waouh ». Le projet était attendu par les Plaisirois depuis une dizaine d'années. Avant, il y avait un magasin de cuisine, il y avait tout ça. Il y avait beaucoup d'activités. Et puis maintenant, c'est pourquoi il faudrait mieux qu'on rénove un peu. Depuis le temps qu'on l'attend, ça va être fait. N'importe comment pour ceux qui sont déjà là, ils en ont marre. Parce que même les ascenseurs ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien du tout. Il y a personne. C'est le désert. Les travaux devraient débuter cette année pour une livraison prévue avant la fin 2018. Le nouveau centre sera présenté aux Plaisirois le 18 février prochain à l'espace Coluche de Plaisir. Et nous restons sur le thème de l'économie. Les coopératives d'activité d'emploi sont des structures qui s'adressent à des personnes désireuses de créer leur entreprise tout en cherchant à tester la viabilité de leur projet, mais aussi de conserver un statut de salarié. C'est une alternative au statut d'auto-entrepreneur. À la Verrière, La Forge, une coopérative d'entrepreneurs salariés, a vu le jour il y a 8 mois et regroupe déjà une vingtaine de personnes. Écoutez William L, il nous en dit plus. Ils sont web designers, restaurateurs d'art ou infirmières, tous travaillent dans un secteur différent mais ont un point commun, ils sont salariés de la même entreprise. Laurent Tuvignon a monté sa coopérative d'entrepreneurs salariés il y a 8 mois et compte déjà une vingtaine d'employés. Ici, on accueille en fait des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs, qui viennent développer, pérenniser une activité commerciale sous le numéro de SIRET de La Forge, sous le nom de La Forge, mais y compris avec leur propre marque, avec une autonomie totale en termes de démarche. La Forge s'occupant de tous les aspects d'accompagnement stratégique, comptable et administratif. Destinée principalement aux métiers de service, cette SARL accueille surtout d'anciens auto-entrepreneurs parmi ses salariés. À La Forge, vous allez conserver le statut du régime général, donc vous allez être salarié. Donc vous allez avoir une fiche de paye à la fin du mois en fonction de votre chiffre d'affaires. La Forge transformant du chiffre d'affaires en salaire. Ensuite, les gens qui viennent chez nous viennent aussi pour contrer un certain isolement. Quand vous avez testé 1 an l'auto-entrepreneur, vous êtes isolé, vous n'avez pas de réseau. Et ben, quand vous venez à La Forge, vous l'avez vu ce matin, on est dans un collectif qui partage des idées, qui partage des expériences, qui partage les galères. Moi, j'ai un cœur de métier que je maîtrise plutôt très bien, c'est tout ce qui est soins. Par contre, moi, comptabilité, gestion, fiscalité, marketing, commercial et tout ce qu'on nous demande, moi, je suis une bille. C'est pas mon cœur de métier, je ne sais absolument pas faire. Et j'ai vraiment besoin d'un relais pour pouvoir mener cette activité aujourd'hui. L'entreprise prélève 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entrepreneurs. Sur l'exercice de l'année 2015, 70 000 € de chiffre d'affaires ont déjà été dégagés par les salariés.
L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses abords sont une richesse parfois insoupçonnée de la faune, bien sûr, que les amoureux de la nature peuvent découvrir lorsque la réserve ouvre ses portes, mais aussi une flore et une végétation importantes. Deux amoureux de ce territoire ont décidé d'en sortir un ouvrage. Pour nous en parler ce soir en plateau, Mélanie Poquet, notre journaliste spécialiste environnement. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors ces deux auteurs, ce sont Gérard Arnal, ancien ingénieur agronome du Muséum d'histoire naturelle, et Joanne Anglade-Garnier, conservatrice de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'ouvrage sort aussi pour les 30 ans de la réserve naturelle. Florane, vous le disiez, l'étang de Saint-Quentin et ses abords ont une richesse très importante. On écoute les deux auteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flore sauvage d'Île-de-France, je dis bien la flore sauvage, c'est à peu près 1600 espèces. Et on en a trouvé, grosso modo, 550 sur l'étang de Saint-Quentin et ses abords. On ne prend pas strictement que l'étang, mais on prend les boisements qui le bordent, les prairies, etc. Donc ça représente un bon tiers de la flore d'Île-de-France. C'est une très belle diversité parce que 550 espèces sur 300, la zone d'étude fait à peu près 300 hectares. C'est une très très bonne biodiversité. Pour les réserves naturelles, c'est une nécessité de publier les données scientifiques qui sont recueillies. Et donc, on connaît bien la réserve de Saint-Quentin pour sa richesse ornithologique, mais c'est aussi une richesse pour la flore. Et donc, on étudie la flore chaque année. Il y a 3 ans, en fait, on avait le besoin de faire le point sur toutes les données qu'on avait recueillies. Et les données recueillies se retrouvent donc dans un ouvrage que j'ai dans les mains et qui fait plus de 600 pages. Plus de 600 pages très fournies, vous pouvez le trouver Florane, il est aussi assez lourd. Gérard Arnal et Joanne Anglade-Garnier sont remontés jusqu'en 1845, ça représente un travail de 3 ans. C'est de la vérification, il faut rassembler les données historiques et il faut aussi faire un inventaire, ça leur a pris 2 ans. Ils ont aussi fait du terrain, puisque sur les 3 années, ils ont recensé une centaine de nouvelles espèces. Gérard Arnal, qui est à l'origine de ce projet, nous explique le contenu de l'ouvrage. D'abord, c'est une histoire environnementale du site. Alors ça, c'est très très important, on a parlé. Les gens qui s'intéressent à cette partie de l'histoire qui émerge, qui maintenant s'appelle l'histoire environnementale, seront certainement très intéressés. Ensuite, il y a une partie sur l'histoire de la botanique proprement dite. Donc pratiquement année par année, depuis 1845 jusqu'à 2014, qu'est-ce qui a été trouvé sur le bord de cet étang, par qui? Alors on y retrouve aussi le catalogue du recensement, comme vous pouvez le voir ici avec de très belles photos. C'est même le plus gros morceau de l'ouvrage, puisque ce sont les 500 espèces qui sont recensées. Elles sont classées par ordre alphabétique, elles sont classées par catégorie. Pour le lecteur lambda, qui est un peu mon cas, c'est quand même assez compliqué. Par contre, elles sont accompagnées de très belles photos et qui nous permettent de reconnaître les plantes et la végétation. Et les auteurs donnent même des petites astuces pour découvrir, pour différencier deux plantes. Ils s'attardent sur la tige ou sur la feuille. Ça donne des petits indices assez sympathiques. On peut partir dans la réserve avec tout naturellement. Ce recensement a aussi un aspect scientifique. Ça leur a permis d'avoir un aperçu de l'évolution de l'étang. Cette fois, c'est Joanne Anglade-Garnier qui nous donne une idée de cette analyse. D'après l'analyse sur la flore qu'on a fait dans le livre, les milieux à proximité de l'étang de Saint-Quentin ont beaucoup évolué, puisqu'en fait on avait un milieu rural. On revient dans l'étang du Roi il y a plus de 300 ans, donc c'était un milieu rural, agricole, semi-sauvage, et petit à petit la ville s'est installée et les plus grands bouleversements ont apparu au milieu du XXe siècle. Les grands bouleversements sont l'urbanisme, mais aussi la Seconde Guerre mondiale qui a eu des impacts avec notamment les bombardements de la gare de triage de Trappes. Pour ceux qui souhaiteraient se plonger dans l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et trouver des astuces, l'ouvrage se trouve à l'île des Loisirs. Merci beaucoup Mélanie. Je remontre un petit peu l'ouvrage pour que vous puissiez le voir. Voilà, 600 pages, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Une dernière information avant de nous quitter. Aujourd'hui, une alerte pollution était lancée dans toute l'Île-de-France. Alors sachez que demain, l'alerte est maintenue. Il faut donc privilégier justement les transports en commun et également les 2 roues par exemple. Voilà, laissez votre voiture au garage, ce sera mieux pour vous et également pour la planète. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour une nouvelle édition de Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle reviendra notamment sur la disparition
disparition de l'écrivain Michel Tournier. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.